Les bons élèves se mettent devant, c'est bien. Bon, on entend le top départ. Ouais, une brune-note me présentation. J'ai mis l'écran pour l'instant. Ah, c'est en live, on peut regarder maintenant. Pour apporter une chaise, peut-être 9 spectateurs déjà. On attend la personne qui revient. On peut lancer. C'est bon, on peut lancer. Fais l'intro. C'est bon. C'est bon, allez-y. Eh ben bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation à cette conférence témoignage Japon. Voici Florian, moi c'est Kevin. On va se présenter dans quelques instants. D'abord, on tient à remercier Expression Japon et l'association Nihon Jinkai qui organisent conjointement cet événement. Pour les personnes qui sont présentes ici, il y a des formulaires et des prospectus à la sortie de la salle, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ça passe pas. Je suis pas si c'est bon. Ça y est. Il y a un petit temps de latence. La flèche de bas ou la flèche de droite? C'est Mais bon. bon, on y est. Donc oui, bonjour à tous. Donc on va se présenter rapidement, histoire de dire qui on est et par quel parcours on est passé. Donc moi c'est Florian Lecause. J'ai passé, comme vous pouvez le voir, un peu plus de 6 ans à peu près au Japon. Donc j'ai fait 6 mois en permis vacances-travail une fois, et ensuite, oui c'est ça, j'ai fait 5 semaines aussi à Kanazawa en échange quand j'étudiais à l'université de Montréal. Et ensuite j'ai travaillé donc 5 ans et 9 mois pour être exact, donc dans une entreprise de chimie en fait qui produit différentes choses. J'étais chercheur en toxicologie. Voilà, donc au Japon, dans une entreprise traditionnelle japonaise, et tout était en japonais. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai travaillé qu'en japonais. Et donc c'était à Osaka. Et puis donc comme j'ai mis, je propose aussi des cours de japonais particuliers. Donc si quelqu'un est intéressé, j'en profite pour faire un peu de pub. Voilà, donc je laisse Kevin se présenter. Voilà, donc pourquoi le Japon? Donc moi, comme beaucoup et comme Florian, il me semble, c'est né par les mangas et moi par la lecture de Death Note, fin de lycée. À partir de là, j'ai commencé l'apprentissage du japonais, donc moi également 13 ans de japonais jusqu'à maintenant. J'ai effectué 2 voyages au Japon, un premier de 3 mois en 2014 et un second de 11 mois en permis vacances-travail où j'ai fait un tour du Japon en solitaire avec la visite de 37 préfectures sur les 47 que compte le Japon. Et en activité annexe, donc j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je partage ce voyage dans un récit à la première personne en japonais sous-titré et où j'essaye de mettre l'emphase sur les rencontres et les différents lieux visités pendant cette année. Donc là pour cette présentation, on a choisi un certain nombre de thèmes, comme on a des expériences totalement différentes, donc de vie au Japon et plus de voyages un petit peu partout. Voilà, on a choisi des thèmes et on va comparer un peu nos deux visions du Japon suivant ces thèmes. C'est ça. Bon après c'est très, comme vous le savez, hein, le Japon on pourrait en parler pendant des heures et des heures, donc bon on va essayer de faire un peu le tour. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez poser directement au milieu de la présentation. Et puis les personnes sur Twitch, pareil, quelqu'un regarde le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Voilà, exactement. Et pour résumer, donc ce qu'on vient de dire en quart, donc Florian était principalement sur sa vie japonaise à Osaka, là où j'ai fait une petite balade.
Donc on va essayer de prendre un peu dans l'ordre, etc. Et puis comme si vous étiez avec nous, on part de France, on va jusqu'au Japon et puis on va voir comment on se débrouille là-bas, etc. Donc on a essayé de faire ça un peu marrant. Alors prenez pas mal hein, s'il y a des personnes qui travaillent dans les en tant qu'hôtesse de l'air, etc. Pas dans les entreprises japonaises, mais bon souvent donc le service au Japon est extraordinaire. Et bon là on a mis une photo d'une, je sais pas, ça peut être n'importe quelle compagnie, sauf une compagnie japonaise où bon le service peut être sympa mais pas extraordinaire. Mais par contre on arrive au Japon, la personne va aller tout de suite à vos soins, etc. Enfin bon c'est génial. Et puis après bon on arrive à l'aéroport et ce que j'aime bien, ce qui nous a marqué aussi, hein, c'est de voir donc comme on voit là Okaeri Nasai, ce qui signifie bienvenue à la maison, enfin rentrez bien, enfin voilà. Et tout de suite, on se sent chez nous, on arrive au Japon, tout est calme, tout est bien ordonné, on se sent en sécurité, donc c'est super bien. Voilà, donc moi par contre sur mon deuxième voyage, donc je suis passé de ça en France à ça au Japon directement, voilà, pour une mise dans le bain. Donc une maison à la campagne avec mes parents contre une capsule de 2 mètres sur 2 mètres dans la plus grande mégalopole du monde et tout seul. Donc voilà, en termes d'immersion, on commence dur. Alors là, il faut dire qu'il a quand même eu une... Voilà, c'est une capsule de luxe, hein, 2 mètres sur 2 mètres. Hein, généralement, moi j'ai fait une fois à Tokyo, c'est vraiment le tube, hein, limite. Donc, voilà, mais comme j'y étais 3 semaines, oui, un tube 3 semaines, j'étais pas très chaud. Donc ça permet de faire un premier point sur les hébergements. Donc je vais commencer moi de mon côté pour les hébergements que j'ai côtoyés en voyage et ceux que je recommande. Donc bon, on en a parlé de la capsule, voilà, c'est un peu le moyen d'hébergement un petit peu atypique quand on va au Japon et voilà, et qui reste assez bon marché même dans les grandes villes, voilà. J'ai mis ensuite en deuxième les guest house. Moi, c'est vraiment donc mes hébergements coup de cœur, les guest house, parce qu'encore une fois, j'allais au Japon pour rencontrer du monde, pour échanger. Et vraiment, les guest house, c'est le meilleur endroit. Le principe d'une guest house, qu'est-ce que c'est? C'est un hébergement, ça va être souvent une maison, une vieille maison qui aura été retapée, tenue bien souvent par un ou plusieurs gérants japonais. Donc, par rapport à l'hôtel, on perd en intimité et en confort, puisque ça va souvent être des lits en dortoir, même s'il y a des chambres privatisables, mais donc oui, des lits en dortoir, une douche commune et une salle commune, là comme on peut voir sur la photo. Mais du coup, ça, vraiment, on va rencontrer là-bas des gens qui veulent aussi rencontrer du monde et c'est vraiment un endroit privilégié pour faire des belles rencontres et vivre de beaux moments. Ensuite, on va avoir le ryokan, donc les auberges traditionnelles, donc là plus onéreux, mais vraiment pour être dans le côté traditionnel du Japon, avec souvent des bains et des sources chaudes, parfois privatisables en fonction de l'endroit, avec donc, je sais pas si on voit bien, mais voilà, un lit directement sur le tatami, ici par exemple. C'était à Kusatsu Onsen, c'est une ville très connue pour ces onsen. Vraiment une expérience à vivre au moins une fois quand on va au Japon pour l'aspect traditionnel. Les hôtels, après, bon, rien de spécial, c'est un peu tous les mêmes, c'est un peu cher, c'est un peu petit, il y a toujours à l'entrée un bloc avec la douche et la salle de bain et les toilettes, et puis après, voilà, c'est souvent un lit et à peine un couloir pour passer, c'est assez étroit. Mangakissa, alors ça, moi je l'ai pas fait, mais c'est aussi des bons plans pas chers pour une nuit si vous savez pas où dormir. Il y a des endroits où on peut passer la nuit. Voilà, avec tout l'équipement informatique nécessaire. Après, ceux qui connaissent pas Mangakissa, c'est aussi les cafés internet en fait. C'est à peu près la même chose. Et donc on peut y rester pendant une nuit, y a pas de souci. Voilà, ouais. Il y a même des Japonais qui le font d'ailleurs. Si vous voulez vous amuser pendant la nuit, aussi le karaoké, puis vous pouvez aussi vous pouvez chanter toute la nuit aussi au karaoké. Après, est-ce qu'on peut parler d'un hébergement pour le karaoké? Non, mais bon, il y en a qui presque dorment, mais bon. Et enfin, dernière expérience évidemment chez l'habitant. Donc là, moi, je ne vais pas avoir forcément de conseils à part au fil des rencontres, éventuellement avoir la chance d'être invité. Il y a l'option Airbnb aussi qui existe au Japon, mais Airbnb, on est chez l'habitant sans vraiment côtoyer l'habitant. Donc il y a sûrement des solutions aussi pour vivre directement avec les habitants. Voilà. Donc moi je vais vous parler, comme j'y ai vécu 6 ans, du côté un peu plus pratique, si vous vraiment vous vivez là-bas, vous travaillez là-bas,
et donc quelles sont les possibilités. Donc pour chercher un appartement au Japon, bon ben c'est classique, hein, vous avez Century 21 et puis autres, mais en fait Century 21 c'est juste une franchise là-bas, il n'y a pas de lien entre les différentes agences de location, etc. Ils ont vraiment leur business à eux, hein, donc ils font un peu leur soupe. Et donc, quand vous cherchez un appartement, alors déjà c'est génial, hein, on vous emmène de l'agence jusqu'à l'appart en voiture, etc. C'est pas, on n'a pas rendez-vous souvent devant l'appart, ils vont tout vous proposer, etc. Donc, comme je disais, le service extraordinaire à la japonaise. Et quand on regarde les plans, etc., généralement ça ressemble à ça. Donc, si je peux vous montrer un peu mieux, j'ai essayé de faire un truc un peu typique et puis japonais, c'est-à-dire que là, donc on a une salle normale, enfin, on peut dire avec un plancher normal, qui s'appelle la yoshitsu, c'est-à-dire que c'est la salle occidentale. Et là, c'est la washitsu, c'est la salle japonaise, donc vous avez les tatamis, etc. Bon, moi personnellement, je voulais avoir l'expérience à fond, donc j'ai aussi pris un appart avec des tatamis, je trouvais ça plus cool. Et ensuite, la cuisine, etc. Et puis vous avez le ofuro, donc c'est-à-dire le bain. Et voilà. Puis bon, les particularités, vous le savez peut-être, mais au Japon, avant de rentrer dans le bain, il faut prendre la douche. On ne se met pas directement dans le bain comme ça on peut réutiliser l'eau, etc. Et puis il y a un truc qui s'appelle osihire, c'est-à-dire c'est tous les endroits où on met le futon, etc. Et voilà, donc après les apparts sont pas donnés, mais bon, généralement à Osaka c'était 800 € par mois à peu près. Celui-là est pas mal grand, hein, quand même. Donc, et vous aurez ensuite la surface exprimée pas en mètres carrés mais en tatami. Donc essayez de voir combien fait à peu près un tatami pour pouvoir estimer là. Mais bon, souvent ils mettent de plus en plus en mètres carrés parce que c'est un peu compliqué. Et ensuite, moi comme je vous ai dit, j'étais dans une entreprise japonaise traditionnelle. Donc je suis arrivé à Tokyo, j'ai fait un stage dans l'entreprise de 2-3 semaines qu'on appelle le Shinyu Shain Kenshu, c'est-à-dire le stage pour les nouveaux arrivants. Et ensuite on est répartis dans tout le Japon où on va travailler. Et une fois qu'on arrive là-bas, ils nous proposent un logement. Le logement, c'est pas un appartement à soi, c'est un dortoir qu'on appelle aussi ryo. Il y a deux types de dortoirs. Le premier dortoir, c'est on a juste la chambre, tout le reste est en commun. Donc moi, ils m'ont proposé ça au début. J'aurais dit, écoutez, avec le choc culturel, plus le voyage, plus s'adapter, etc. Vous n'avez pas autre chose? Et donc ils m'ont proposé en fait un autre lieu. Mais là, bon, j'avais quand même ma petite douche et puis mon petit truc à moi, etc. Donc ils ont été assez condescendants. Voilà, donc ça c'était cool. Mais c'est bien aussi parce qu'on se retrouve à la cafétéria dans le dortoir et puis on communique. Il y a les personnes, les kanlinin, donc ceux qui s'occupent du dortoir, qui sont là, qui nous font à manger et tout. Enfin bon. Et tout ça est en partie pris en charge par l'entreprise. Donc j'ai payé quoi peut-être le tout 90 € par mois, quoi. Donc c'est ridicule. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui sont mariés à un japonais, il y a aussi, enfin japonaise ou pas, il y a les shataku, c'est-à-dire que là c'est des appartements vraiment un peu plus grands et puis on vit en couple dedans. Mais c'est l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'on rencontre les collègues de l'entreprise, on est 24 heures sur 24 limite avec eux. Donc est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, ça c'est à choisir, mais bon c'est une bonne expérience. Et puis après, bon, une fois quand je suis allé à Tokyo pendant mon permis vacances-travail, c'était une share house, donc c'est un peu comme tu as parlé tout à l'heure, hein, où on est avec d'autres étrangers, on partage la même maison. Et c'est un peu moins cher. Bon, moi, je payais quand même 500 € par mois pour avoir une chambre avec quelqu'un d'autre dedans. Donc on était 2 par chambre, donc pas beaucoup d'intimité, mais bon, voilà. Ok. On va aborder un deuxième thème qui, je pense, est intéressant, surtout pour les personnes qui s'intéressent à la culture japonaise, qui apprennent le japonais. J'imagine quand on apprend le japonais, on a envie aussi de pouvoir communiquer avec les Japonais et en rencontrer. Donc là, on va vous expliquer un peu notre expérience par rapport aux rencontres. Comment et où rencontrer des Japonais Donc 4 façons, on va dire. La première, tout simplement en France. Hein. Il y a des Japonais en France. On a la chance de vivre dans un pays qui rayonne à l'international et au Japon. Il faut savoir,
notamment sur mes vidéos, la plupart des personnes que vous verrez sont des personnes que j'ai rencontrées ici en France, à Lyon, et même au sein d'Espace au Japon, des étudiants en échange qui viennent 1 ou 2 ans en France et qui repartent ensuite au Japon. Donc voilà, en France, il y a beaucoup de façons, des événements. Je sais que donc Nihon Jinkai organise également ce genre de rencontres. Donc le premier pas et la meilleure façon aussi de développer son japonais, c'est de discuter avec des Japonais. Donc ça, c'est quand on est en France. Une fois qu'on est au Japon, comment est-ce qu'on fait? Donc la première façon, ça va être dans les lieux conviviaux, donc forcément les bars, cafés, restaurants. Moi, ma technique quand j'étais au Japon, c'était je regardais pas les avis pour choisir un restaurant, je regardais pas les avis sur Google, c'est juste j'essayais de trouver le quartier un peu animé de la ville, et puis je me baladais en regardant les échoppes, en essayant de voir un peu l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur, la clientèle, etc. Et puis je jetais mon dévolu, des fois ça marchait, donc je passais des moments incroyables avec des personnes qui, voyant que je parle japonais, voulaient échanger avec moi. Puis des fois, ça marche pas, tant pis, on restera le lendemain. Mais voilà, c'était ma façon de procéder. J'ai remis ici les guest house parce qu'encore une fois, vraiment, les guest house pour les rencontres, je trouve que c'est vraiment incroyable et c'est le lieu pour faire des rencontres et partager des expériences avec des Japonais, mais aussi avec des gens vraiment de toute culture et tout pays. Vraiment, c'est un très très bon endroit pour ça. Et le dernier, donc j'ai mis au coin d'une rue, donc c'est le hasard des voyages. Là j'ai une petite anecdote donc avec le monsieur sur la photo, monsieur Kouchi, que j'ai vraiment donc rencontré dans une rue. Je vais vous expliquer rapidement. J'étais allé dans un musée dans une ville un peu à l'écart de là où j'étais hébergé au Japon, et je devais me rendre encore dans une autre ville. Je suis allé voir les horaires de train et mon train était 1 heure plus tard. Donc je voulais chercher un petit café pour me poser en attendant le train. Et en sortant de la gare, un Japonais s'approche de moi et me demande « Est-ce que vous parlez japonais ?» Je réponds « Oui ». Il me demande « Où est-ce que vous allez ?» Donc je lui dis le nom, c'était vraiment une petite ville. Il me dit d'attendre, il rentre dans un bâtiment, il ressort avec deux amis à lui, qui sont en fait des collègues. Il me dit en fait on habite là où vous allez, donc on va vous déposer. C'était à 1h30 de voiture. Merci beaucoup, et ma foi. Moi, j'étais pas pressé eux non plus, donc ils en ont profité pour me faire visiter un petit bout de la région, dont ce village côtier absolument magnifique. Voilà, donc où a été pris là la photo en bas à gauche. Et pendant le trajet, il fait demain j'irai bien monter. Là, il y a un mont, c'était la préfecture Totori, le mont Mitoku. Et il demande à ses 2 collègues est-ce que vous voudriez venir avec moi? Ces 2 collègues font non, c'est bon, on l'a déjà fait une fois, c'est hyper crevant, non merci. Et là, il se retourne vers moi et fait Kevin, qu'est-ce que tu fais demain? De la lessive. Donc voilà, et donc le lendemain, il est venu me chercher à la guest house qui était à 1 heure de chez lui en voiture, pour qu'ensuite on parte à l'opposé, donc à 3 heures de voiture, à ce fameux mont Mitoku qu'on a monté ensemble. C'était une ascension avec des pentes très abruptes où il y a des chaînes sur les pentes pour qu'on puisse monter. Vraiment, ouais, un truc un peu casse-cou. Donc on monte, à la fin, il y a une vue splendide avec un temple encastré dans la montagne, à fleur de falaise. On redescend, on va en onsen ensemble, on va au restaurant, il me paye tout, pas moyen de sortir ma carte bleue, il me paye tout. Il me ramène jusqu'à ma guest house. On aurait pu en rester là, mais 1 semaine plus tard, il me réécrit « Ah Kevin, j'ai parlé de toi mais à mes collègues, on a trop envie de faire une soirée karaoké avec toi, parce que j'ai dit que j'adorais le karaoké. Il me réserve du coup un hôtel dans la ville, donc là la petite ville où on était allé, puisqu'il vivait là-bas. On fait une soirée où on va au restaurant tous ensemble, on va aux soirées, on va au karaoké. Pendant le karaoké, il choisit une chanson, il se met à chanter, et les paroles ne correspondaient pas avec ce qu'il y avait sur l'écran. Et en fait, il avait réécrit les paroles pour parler de notre rencontre en chanson. Trop bien. C'était incroyable. Et pendant le repas, il fait pendant que tu es là, il y a quand même on a un petit musée jardin qui est bien sympa. Il faudra quand même que tu ailles le voir, mais ouais, c'est pas très accessible. Je dirais c'est compliqué. En plus, demain, j'ai déjà mes billets de train, je vais à une autre destination. Et puis pour plaisanter, je dis mais par contre, si tu m'emmènes, j'irai. Hein. Sauf que le lendemain, il avait le boulot, donc je savais que c'était pas possible. Mais ses collègues, en fait, lui, c'était le chef d'équipe. Il était avec ses collègues petit à petit pendant le repas. Oh, vas-y, c'est pas tous les jours que tu as l'occasion de faire ça, emmène-le.
Et le lendemain, on a décalé mon horaire de train, il m'a pris en voiture, il a décalé d'une demi-journée son arrivée au travail pour me faire visiter ce musée. C'est super sympa et voilà, donc rencontre au coin d'une rue. Après, les Japonais sont vraiment. Au départ, ils sont un peu. On a un peu peur de parler et tout, parce on sait pas comment on va communiquer. En anglais, on sait pas trop faire, etc. Il faut pas hésiter à essayer de communiquer. Si on sait parler un petit peu japonais, bah, mettre quelques mots par-ci par-là. Et tout de suite, le mur tombe. Et puis, ils sont adorables. Ils vont aider tout de suite. Enfin, moi, plusieurs fois, on m'a dit que j'étais pas perdu dans Tokyo. Mais ils sont venus spontanément vers moi en me disant bah, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Donc, bon, après, ce qui est marrant, c'est que des fois, je leur parlais en japonais. Ils me répondaient en anglais. Et l'anglais était pas très très bon. Mais bon, j'ai fait l'effort. J'ai dit, bon, ok, on continue en anglais. Et puis ils sont contents de pratiquer aussi parce que ça leur donne une occasion. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller de l'avant. Et puis ils sont adorables dans tous les cas. Vous n'allez jamais tomber sur quelqu'un de vraiment bizarre ou qui va vous mettre en danger. C'est pas possible. Donc moi, bon, comment rencontrer les Japonais? Bah, au travail évidemment, parce que bah, dans mon cas, bah, j'étais 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais presque avec des Japonais. Je travaillais dans l'entreprise, etc. Et puis bah, j'ai réussi à faire ma place. Et ça s'est très bien passé, hein. Je veux dire, bon, comme je parlais japonais, ça s'est pas mal débloqué, donc c'était un peu plus facile. Mais tout le monde m'a très bien accueilli, même si c'est une entreprise traditionnelle, parce que je sais que beaucoup de gens ont peur, en disant, oh là là, il y a trop de différences, j'arriverai jamais à m'intégrer et tout. Si on met de côté le côté français un peu râleur, ou bien on se la pète un peu, et ben tout de suite bah, ça va bien, on s'ouvre l'esprit, même s'il y a des choses un peu bizarres, bah, c'est pas grave, on laisse tomber, et puis on va avec, et on découvre plein de choses qui sont de plus en plus intéressantes, et c'est ça qui, pendant 6 ans, j'ai eu jamais, enfin presque aucun souci à ce niveau-là, et ça s'est très très bien passé. Puis après, bah, des amis de longue date, c'est ça, bah, c'est mes amis qui étaient bah, une que j'ai rencontrée, qui est ici, à Montréal, et puis grâce à elle, une fois que je suis arrivé au Japon, elle m'a présenté d'autres gens, et puis comme ça, de fil en aiguille, j'ai pu connaître et puis participer à plein d'événements, des sorties, aller visiter, et puis voilà. Ouais, juste avant donc, du coup, de changer de thème, effectivement, on entend beaucoup la question est-ce que c'est difficile de se faire des amis japonais? Alors après, tout dépend de la notion, notre notion de l'amitié. Et effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi, mais c'est comme en France, à l'amour, l'amitié, il n'y a pas de mode d'emploi, tout le monde cherche des choses différentes. Mais voilà, il y a des langages qui sont universels, par exemple bah, le sourire. Voilà, simplement sourire, ça donne envie d'aller vers les autres personnes. Donc c'est un bon moyen de commencer, de briser la glace. Et aussi, donc, comme disait Florian, si vous vous intéressez à la culture japonaise, vous apprenez le japonais, n'hésitez pas à le montrer. Ils vont être très très flattés par ça. Je prends un exemple pour moi pendant mon voyage. Souvent quand on me demandait mon âge, au lieu de répondre simplement, bah voilà, bon, j'ai 33 ans, je répondais, je commençais par ma date de naissance, mais dans le système chronologique japonais. Donc vous savez, il y a les ères au Japon. Mais mine de rien, ça peut paraître un peu bête comme ça. Mais en disant Eisei Ganne Umare, donc ça veut dire je suis né la première année de l'ère Eisei. Voilà, ça marque, c'est des choses que les interlocuteurs tout de suite, ah bah il connaît, il sait qu'on a Eisei, Reiwa, etc. Et voilà, et ça contribue à briser la glace aussi. Travailler au Japon. Donc le travail au Japon. Donc moi, j'ai travaillé dans une entreprise japonaise, mais il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres choses. Donc là, je parle d'abord des petits jobs, c'est-à-dire vous y allez pour quelques mois en permis vacances travail. Ça, c'est juste un exemple, hein. Je dis pas qu'il y a que ça, évidemment. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi selon votre expérience, selon vos compétences et tout. Mais bon, généralement, c'est dans les restaurants. Vous pouvez aller maintenant dans les izakaya, etc. C'est beaucoup plus ouvert et vous avez beaucoup plus accès au travail, si je puis dire, qu'avant. Ensuite, ben, le truc classique, hein, je suis désolé, mais je l'ai fait aussi dans tous les cas. Professeur de français ou anglais. Comme j'ai présenté la dernière fois à l'université Lyon 3, maintenant il est requis d'avoir le FLE, le diplôme de français langue étrangère, pour enseigner le français au Japon.
Alors vous pouvez trouver des petites écoles, etc. Mais de plus en plus, c'est plus difficile. Il y a plus de gens qui vont faire ça. Il y a de plus en plus d'étrangers au Japon. Et bah voilà, maintenant ils demandent un diplôme. Donc pour ceux qui sont intéressés, préparez à l'avance et ne vous pointez pas comme ça sera un peu compliqué. Et puis l'anglais, si vous débrouillez bien, vous avez les grandes écoles, Berlitz et puis toute la clique là qui peuvent vous proposer quelque chose. Et puis ensuite, j'ai mis les combini. Donc combini, c'est la contraction de convenience store en japonais. C'est les 7-Eleven, Family Mart, enfin bon, les petits commerces, non pas de proximité, mais des petits, comment dire, Carrefour Market à la japonaise, si je puis dire. Et avant, c'était presque impossible, pardon, de trouver un travail en tant qu'étranger, parce qu'évidemment, on a une relation avec le client, et il faut parler japonais. Donc c'est ce que j'ai mis, le japonais Eruki. Mais de plus en plus, j'ai vu beaucoup d'étrangers y travailler, et puis ça se fait, et je pense que c'est une bonne expérience d'apprendre la manière de faire le service à la japonaise, notamment quand vous allez dans un combini, vous achetez quelque chose, ça peut être dans un supermarché aussi, hein, pareil. On va pas vous rendre l'argent comme ça dans un truc et vous le jeter comme ça. On va vous présenter d'abord les billets, on vous dit combien il y a de billets pour être sûr qu'on vous donne bien la monnaie, et ensuite les pièces, on va vous les aligner exactement comme il faut sur le billet pour bien vous montrer, ben il reste tant, on vous rend tant. Et la personne va vous décrire exactement ce qu'elle fait à l'oral. Donc elle va vous dire je vous rends 1000, 2000, 3000 yens plus blablabla, et voilà. Donc ça c'est le service à la japonaise, ce qui est extraordinaire. Ben, moi j'adore. Et donc les sites de recherche, sinon vous avez Gaijinpot, qui est pas mal, qui propose différentes choses. Et puis bah, les petites annonces, quand vous baladez, bah, vous voyez si le combini ou autre recrute. Et puis candidature spontanée, ça peut marcher aussi, mais pas dans les grandes entreprises, ça se fait pas au Japon. Il faudra passer par, ce que je vais préciser après, le travail à temps plein. Donc là, quand j'entends temps plein, hein, c'est vraiment vous avez prévu de travailler en CDI pour longtemps dans une entreprise, etc. Donc là, ce qui marche le plus, et même les Japonais passent par ça, c'est l'Ikonabi et puis One Career, mais après, bon, il y a d'autres sites. Et là, c'est des chercheurs de tête, si je puis qualifier la chose. Et là, il va falloir s'inscrire sur un site, mettre son CV, enfin toutes les compétences, etc. Enfin bon. Et ensuite, on va vous contacter, on va avoir un entretien, et puis ils vont chercher du travail à votre place. Le système est très bien fait. Et juste pour l'anecdote, au Japon, donc les étudiants, ils rentrent à l'université, avant d'avoir leur diplôme, ils cherchent du travail. Ils peuvent même être embauchés avant d'avoir le diplôme. Et c'est un peu surprenant pour nous, parce qu'on se dit, bah oui, mais s'il l'a pas, mais bon, apparemment ils l'ont pour la plupart, donc ça marche bien. Et voilà, donc comment ça se passe. Puis après, il y a tout un processus de... il y a plein d'entretiens, présentation de l'entreprise, deuxième entretien, troisième, voire quatrième entretien, c'est très long, c'est très fatigant. Et la plupart des Japonais passent par là. Bon, nous, je pense qu'on peut éviter certains passages. Et voilà, mais c'est compliqué. Et puis ensuite, bah, il y a l'équivalent du pôle emploi japonais qui s'appelle Hello Work. Et là-bas aussi, vous pouvez aller vous inscrire. C'est ouvert aux étrangers, etc. Il y a même un département pour les étrangers pour trouver du travail. Et on vous aide à chercher. Il y a des annonces. Et voilà. Et il y a de plus en plus d'anglais. Donc, même si vous ne parlez pas complètement japonais, c'est pas grave. Et on vous aidera par rapport à ça. Donc c'est vraiment sympa. Et puis il y a des aides, comme en France, mais pas aussi bien qu'en France. Mais voilà, c'est les principales solutions pour trouver du travail au Japon. Et là, je voulais juste mettre donc oui mon expérience chez Sumitomo Chemical. Donc en fait, j'étais donc chercheur en toxicologie là-bas, et on était donc dans une usine. Et puis là, j'ai fait un stage en fait dans le département de traitement des eaux. Et c'était pour vous montrer surtout les vêtements qui nous imposent et qui sont pas très cool, mais bon, pas très chic. Mais en fait, dès qu'on est dans une usine, on mettra forcément un uniforme. Donc voilà. Mais après, bon, on s'y habitue. Et voilà. Donc pour ma part, vous l'aurez peut-être compris, mais j'avais fait donc un visa vacances-travail, mais plus vacances que travail du coup.
j'ai quand même eu une expérience, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, le woofing. Le woofing, qu'est-ce que c'est? Donc il y a une plateforme, j'ai mis le lien au centre de l'image. On va être hébergé et nourri gratuitement par souvent des agriculteurs, des artisans, mais la plupart du temps des agriculteurs. Et en échange, eh ben, on les aide au quotidien dans leurs tâches. Donc voilà, donc moi j'étais pendant une semaine, donc j'ai fait ça pendant une semaine en compagnie donc de la famille Kishi. Euh, donc on était vraiment dans la campagne profonde d'Okayama. Donc, je ne sais pas si on voit bien sur l'image en bas à droite, mais vous voyez, c'est des collines à perte de vue. Il y a une maison tous les 10 km. Enfin, c'est vraiment la campagne où il n'y a rien à part des cultures. Une journée, comment ça se passe? Donc moi j'y étais en été, donc on se levait vers 5h30, 6h, on allait directement dans les champs. Euh, sur l'été on était sur la récolte des concombres, des aubergines. Après pour ce qui est un peu plus japonais, il y a ce qu'on appelle les okura. Voilà, c'est un légume un peu visqueux quand on le coupe. Euh, donc on se levait à 5h30, 6h, on allait dans les champs. À 8h, on prenait le petit déjeuner en regardant un drama très connu qui s'appelle Asadora, c'est le drama du matin. Euh, Puis ensuite, souvent, on allait empaqueter donc, ce qu'on venait de récolter le matin pour l'emmener au marché local. Donc on le pesait, on le déposait et tout ce qui était invendu, on le récupérait pour soit la consommation personnelle, soit pour ensuite le découper et le mettre dans des machines pour faire sécher, pour les revendre ensuite en déshydraté, pour le mettre après dans des soupes ou les manger voilà, en réhydratant. Donc voilà, donc là on voit en haut à droite le marché, donc là c'était le champ de concombres. Vous savez donc les concombres, le matin ça peut mesurer ça, et le soir faire ça. Sachant que les Japonais sont très très exigeants sur les tailles que doivent avoir les légumes, et en particulier les concombres. Donc les concombres c'était matin et soir qu'on les cultivait. Donc vraiment un travail de tous les instants, il n'y a aucun jour de pause ou de congé pour ces personnes-là, surtout en été. Voilà, on plantait aussi des graines pour les futures récoltes, on le faisait à la pince à épiler, où on prenait des graines pour les planter. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai mangé le premier jour, ils m'ont fait un curry de sanglier. Le sanglier, c'est eux qui l'ont attrapé, parce qu'il y a beaucoup de sangliers dans la région qui sont des nuisibles parce qu'ils détruisent les récoltes. Donc il y a des pièges à sangliers, et même sur la route, en conduisant, on en voit. Donc voilà un curry de sanglier frais, du coup, puisqu'il venait. C'était pas trop fort. Il venait. Non, non, bah en curry, le curry, bah, c'est un peu sucré, donc ça vient adoucir. Voilà, et puis donc ils étaient adorables puisque on n'a pas fait que travailler pendant une semaine, ils m'ont aussi emmené dans des restaurants, voir des spectacles locaux, vraiment des personnes adorables. Mais voilà, ces gens vraiment, c'est là qu'on se rend compte, je veux revenir sur un terme qu'on dit tous quand on commence à manger, c'est le itadakimasu. On le traduit souvent par erreur par bon appétit, mais itadakimasu c'est plus une gratitude a priori à la personne qui entend, donc à la personne qui a cuisiné, mais pas que. Et quand on fait ce genre d'expérience, on se rend compte que derrière, c'est aussi une gratitude à ces personnes qui passent leur vie voilà, dans les champs pour cultiver ces légumes et nous nourrir avec des produits de bonne qualité. Puisque voilà, le woofing, c'est souvent dans des fermes qui font du bio. Voilà, donc une expérience aussi qui peut être à tenter. Donc moi c'était qu'une semaine parce que bah, voilà, j'avais pas forcément beaucoup de temps, c'est sur la fin de mon voyage, mais vous pouvez faire ça sur un mois, sur 3 mois. La plateforme, vous payez une cotisation annuelle qui est à peu près, je crois maintenant, à 50 €. Et vous avez la liste de toutes les personnes qui participent à ce programme, tous les agriculteurs, et vous les contactez directement et vous vous mettez d'accord et après ils vous acceptent ou pas. Cuisine japonaise, qu'est-ce qu'on en pense? On voulait vous préciser pour ceux qui sont jamais allés au Japon et puis qui connaissent peut-être pas plus que ça. Là, c'est pas seulement les sushis et les ramen, parce que c'est évidemment tout ce qu'on a ici, mais c'est aussi toutes ces choses-là. Alors évidemment, il y en a encore plein d'autres, hein, mais voilà. Donc
bon, on se partage le truc. Par exemple, bon, moi ce que j'adore c'est le Yoshinoya. Donc en fait, quand on est au Japon, on peut manger pour vraiment pas cher. Et donc il y a, je me rappelle plus exactement des noms, il y a le Yoshinoya, il y a le Matsuya, et puis le Sukiya, voilà c'est ça. Bon bref, c'est trois grandes chaînes, si je puis dire. Et oui, ils proposent des gyudon. Donc les gyudon, c'est quoi? C'est du riz, et puis dessus, c'est des tranches fines de bœuf. Et puis c'est assaisonné à la japonaise et tout. Enfin bon, c'est excellent. Et ça coûte le truc de base, hein, on vient pas grand chose, c'est 100 yens. Donc je veux dire, et puis ça tient bien au ventre. Donc c'est génial. Bon, après, ils proposent d'autres choses. Ils proposent du curry par exemple, à la japonaise. Bon, ce que j'adore aussi là-bas, c'est le shabu shabu. Et donc en fait c'est une soupe si je puis dire, avec on met dedans, on fait shabu shabu, en fait c'est le bruit de la viande dans la soupe, et on fait comme ça, on laisse pas trop cuire non plus trop longtemps, et puis on mange ça avec des légumes ou un accompagnement à côté et tout, et puis bah, je trouve que c'est très diète, c'est pas trop gras et tout, et c'est excellent. Si tu veux continuer. Bon, après j'ai une slide après, mais effectivement, Ah bah, okay, c'était des images ça, donc si tu veux. Donc oui, après il y a les tempura, donc voilà tout ce qui est friture. Voilà par exemple dans le woofing, les produits qu'on récupérait, donc par exemple la feuille de shiso ou les aubergines, bon, ils le faisaient par exemple en tempura. Ici on va avoir tout ce qui est aussi un peu plus froid, donc les alus soba en été, ça j'adore, donc c'est les nouilles de sarrasin, vraiment délicieux. Et puis en dernier, donc là c'est plus ce qu'on va retrouver plus peut-être dans les ryokan, soit en petit déjeuner, soit en dîner. Donc voilà des menus composés avec vraiment des plats plus comment dire, pas authentiques, mais vraiment de la tradition japonaise. Oui. Toi, une préférence de plat japonais? Préférence, je sais pas. Non, moi le shabu shabu j'adore. Et après, donc, quand on voyage au Japon, on se rend compte, un peu comme en France avec nos produits du terroir, chaque région va avoir sa spécialité, et on va aller dans une région et ils vont nous dire ici, ça c'est le meilleur du Japon. Et dans toutes les régions, on a ça. Donc là, par exemple, si je pars du nord, on va avoir à Aomori la pomme qui est très réputée, donc là c'est une tarte aux pommes. Sur Akita, en haut à gauche, on va avoir le Kiritampo, c'est à mi-chemin entre le riz et le mochi, donc le mochi c'est le riz gluant, c'est un peu du riz écrasé et grillé. On va ensuite avoir très connu sur Shikoku, à Kagawa, les udon, qui sont absolument excellents. Dans la région de Niigata, Niigata très réputée pour avoir une très bonne eau, donc un très bon riz et un très bon saké. Et on va aussi avoir en spécialité les sasadango. Sasadango, en fait, le sasa, c'est la feuille de bambou. Alors, c'est pas exactement, il y a le bambou et le sasai. Voilà. C'est celui que mange le panda, hein, il me semble. Sûrement. mais voilà, et donc c'est enroulé dans la feuille de sasai, et à l'intérieur, c'est du mochi, donc du riz gluant. Ensuite, sur Kochi, on va avoir tataki de bonite, la bonite, le katsuo, que vous connaissez sur les okonomiyaki, là, les petites feuilles qui bougent. Donc là, en tataki, donc c'est juste cuit sur le tour et cru à l'intérieur. Et par exemple, à Kumamoto, on va avoir le sashimi de cheval. Et le karashi renkon, donc le renkon c'est une racine qui est assez jolie quand on la coupe, ça fait un peu une fleur parce qu'il y a des trous à l'intérieur, et karashi c'est la moutarde, donc c'est recouvert de moutarde japonaise. Voilà, mais vraiment, donc là c'est quelques exemples, mais partout où on va, vous demandez à un local qu'est-ce qu'il faut manger ici, il va savoir vous répondre, et la spécialité c'est ça. Puis souvent bon, c'est un peu comme en France, hein, mais les Japonais quand ils vont aller en voyage au Japon, le principal but c'est pas de visiter, c'est d'aller manger la spécialité du coin. Okay, et puis après on ira voir le temple, etc. Mais pas plus que ça. Bon, nous aussi on fait un peu ça, mais pas autant qu'au Japon. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes souvent à Osaka qui sont près de Kagawa justement. Ils disent on a fait un week-end à Kagawa pour aller manger les udon. Voilà, j'ai une amie à Tokyo la dernière fois, elle est quand même allée chercher
apparemment dans une boulangerie qui était extraordinaire. Elle a fait une demi-heure de train. Elle s'est pointée devant la boulangerie. Elle a attendu 2 heures pour avoir, je sais pas, une baguette ou quelque chose comme ça. Et elle est revenue. Et elle me dit, ouais, j'ai passé un super week-end. Je fais, ok. Bon, j'espère que le pain était extraordinaire. Mais... Alors, on va rentrer peut-être dans les aspects maintenant un peu plus pratiques. C'est ça. Enfin, pratiques. Alors, on a fait Entre guillemets. exprès de vous effrayer avec ça. Je sais pas. Vas-y. Ok. Donc, au Japon, alors, il faut vous mettre dans la tête que vous pouvez aller n'importe où, ou presque n'importe où, en transport. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez aller dans des coins avec des temples complètement perdus, vous pouvez y aller en train. Alors vous allez avoir la petite gare où il n'y a presque rien. Moi une fois c'était au mont Aso qui est sur là il n'y a plus la carte mais sur Kyushu, près d'un grand volcan qui d'ailleurs ces derniers temps a explosé d'après ce que j'ai compris. Et la gare c'était vraiment un quai paumé au milieu de nulle part. Mais c'est authentique et tout, enfin c'est trop bien. Et mais il y a aussi, quand vous entrez dans les grandes villes, vous vous retrouvez avec ça, et puis essayez de vous débrouiller. Alors ça fait peur sur le coup, mais en fait c'est très bien expliqué. Tout est marqué en anglais, donc oui, il y aura du japonais forcément, mais là la carte, ouais, je crois qu'elle est en... Je vois pas très bien. Non, celle-là est en anglais, mais l'autre est en japonais. Vous aurez les deux versions partout. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous expliquer. Il y a des agents de garde partout. Il n'y a vraiment aucun souci. Et puis pour savoir dans quelle direction vous allez, c'est indiqué. La seule chose qu'il faut faire attention au Japon, avec les trains, c'est que vous avez différents types de trains. C'est-à-dire que vous allez avoir des trains futsu, qui s'appellent, enfin, normal, qui vont s'arrêter à toutes les gares. Donc vous pouvez prendre celui-là, mais si vous allez loin, vous allez mettre beaucoup de temps. Vous avez d'autres qui s'appellent le Kaisoku, ou après il peut y avoir d'autres noms, etc. Qui là va s'arrêter juste à quelques gares. Et ensuite vous avez le Shinkaisoku ou bien le Tokyu, qui là va s'arrêter seulement à une ou deux gares pour aller jusqu'à destination. Donc avant de monter dans le train, vérifiez bien si le train s'arrête à la station à laquelle vous voulez aller, évidemment. Mais voilà. Et donc l'autre chose, c'est qu'il y a à la fois les compagnies de train, mais aussi, donc à Tokyo, je crois qu'il y en a 3 ou 4 peut-être, je sais plus, et mais aussi le métro. Et tout ça est sur dans la même surface, etc. Mais bon, ça se fait très bien et il n'y a aucun souci. C'est pas trop cher à mon goût, tout dépend si vous faites 50 000 allers-retours dans la journée, oui, ça va devenir cher. Mais sinon, moi, pour aller de Osaka à Kyoto, on met une demi-heure dans le train qui va le plus vite. Et j'en avais pour 300 ou 400 yens. Donc c'est pas non plus... Ça fait 3 euros des poussières. Donc c'est pas très cher à mon goût. Mais ça se fait bien. Et puis le métro, ça n'a pas la tête d'un métro. Hein, c'est un train en fait. Mais ils appellent ça métro parce que ça va dessous. Et puis mais après il ressort et puis enfin, voilà. Mais moi ça m'a surpris au début parce que je voyais pas de métro comme à Lyon ou à Paris. Non, c'est un train. Voilà. J'aimerais peut-être juste nuancer un petit peu le fait qu'on ait toujours les deux versions. Là, on parle des grandes villes. Oui, évidemment. Tokyo, évidemment. On va passer rapidement là sur ça. J'y repasse. Je pense que beaucoup en ont entendu parler. Effectivement, donc il y a les voyages quotidiens, puis il y a après pour le voyageur. Après, ça peut quand même vite devenir onéreux les transports au Japon. Même dans Tokyo, si on prend le train tous les jours. Et il existe donc le JR Pass. Donc c'est un pass. Donc on en a déjà un peu parlé ce matin, mais qu'on peut réserver pour 1, 2 ou 3 semaines. Et on peut en acheter plusieurs si on fait un voyage de 3 mois par exemple. On l'active et après on peut rentrer, on peut prendre tous les moyens de transport du réseau JR. Donc ça va être le Shinkansen, mais pas tous les Shinkansen, il faut faire attention. Mais bon, généralement on peut prendre les Shinkansen qui sont espacés toutes les heures. Donc a priori si vous vous organisez un minimum, vous y arriverez bien. Donc on l'a vu aussi, là, les trains dans Tokyo qui sont gérés par JR, on peut les prendre avec le JR Pass. On va pouvoir prendre avec le JR Pass le ferry qui va de Hiroshima à Miyajima, puisque c'est géré aussi par JR. Donc voilà, donc en général, si vous pensez quand même bouger pas mal et au moins prendre 3-4 fois le Shinkansen, ça va devenir vraiment rentable. C'est vite amorti en fait. Oui, c'est vite amorti, voilà.
Et alors l'outil miracle quand on est au Japon, donc ça c'est une application, il y en existe plusieurs, moi j'ai utilisé celle-ci, Hyperdia. On met la gare de départ, la gare d'arrivée, il nous sort tout le mode d'emploi de où est-ce qu'on va, quel train on prend. Comme les trains sont très ponctuels, voilà, il y a vraiment tous les horaires précis des trains, combien ça va coûter en fonction de si on prend des places réservées ou non réservées. Vraiment, on suit après les yeux fermés l'application et ça marche vraiment très 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 bien. Et on arrive à 18h11 exactement, hein. Voilà. C'est pas du plus ou moins de 10 minutes ou je sais pas Mhm. quoi. Le train part à telle heure, il arrive à Mhm. telle heure. Et c'est vraiment plus que ponctuel. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et j'avais utilisé une appli, puis moi je m'amusais à essayer d'aller plus vite que l'appli. Donc en fait, les correspondants, j'essayais de courir pour essayer d'aller plus vite. Et ben j'y suis jamais arrivé. Je suis toujours arrivé à l'heure qui était indiquée par l'appli. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Ils savent exactement le temps de correspondance ce que ça va vous prendre. Et puis, donc, vous êtes sûr de ne pas arriver. Voilà, encore une fois, exception faite, si vous allez dans le nord du Japon en hiver, il se peut que certains là, trains soient bloqués Soit à en cause de retard. la neige. Ça m'est arrivé, j'étais dans un train où j'ai dû changer de train et passer d'un presque Shinkansen à un train local où on était tous serrés pour finir pendant 3 heures le trajet à cause de la neige. La tempérie. Maintenant, parlons un petit peu sécurité au Japon. Alors bah ça, on voulait vous le rappeler, mais au Japon, donc moi, dans l'entreprise, on était beaucoup formés à la sécurité. Et c'était à peu près 2 ou 3 fois par mois. Bon, c'est un exemple, hein, mais on avait des situations dans l'entreprise, comme j'étais dans une usine, et bah, une usine ça peut être dangereux, il y a des coins, etc. Même dans les laboratoires dans lesquels je travaillais, on avait des situations, et puis, mais apparemment ça se fait aussi en France d'après ce que j'ai compris. Et puis il fallait analyser toute la situation et faire un rapport, etc. Et puis dire bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, pour éviter que ça se passe, etc. Enfin, et c'était en groupe, ça se faisait régulièrement. Mais je pense qu'il se fait pas en France. C'est qu'ensuite il y avait un concours de tout ça. Aussi, d'accord. Non, un domaine d'activité. Moi, je sais que j'ai fait dans les déchets industriels. Oui, oui. Là, on le fait. D'accord. Effectivement, il y a des petits concours. Ils ont gagné, à l'époque, j'ai gagné une box pour aller dans Ah d'accord, ok, super. Bon bah ça se fait. Ça se fait en France dans certains domaines. J'étais surpris, mais bon, enfin nous dans l'entreprise c'était dans tout le pays en fait, donc les meilleurs de chaque entreprise allaient et puis participer au concours, et parfois ça allait même jusqu'en Corée. Donc Corée, Japon, et puis on se... C'est la guerre. Voilà. Bon, après il fallait faire de belles présentations à la japonaise et tout, enfin bon. Et puis il fallait être très énergique, parce qu'il faut toujours être très énergique au Japon. Quand on fait quelque chose, par exemple j'avais fait un exercice sur comment les incendies, enfin les manipulations d'extincteurs et puis de lancer incendie, etc. Ouh là là, il y a toute une procédure à suivre, mais procédure, j'entends pas procédure de sécurité, mais procédure de comportement. Et il fallait dire oui, tout va bien devant, et puis bien mettre le doigt comme ça, etc. Et puis c'est bon, j'y vais, et tout. Enfin bon, c'est un truc assez incroyable, mais c'était sympa. Donc la sécurité, puis après, bah, dans tout le pays, tout le monde applique ça. Et dans les trains, notamment, vous allez voir les chauffeurs, les chauffeurs de train, qui vont être à chaque fois à faire comme ça, et vous allez le voir. Et c'est pour checker en fait tous les feux, être sûr que tout se passe bien, que les portes soient bien fermées, que le train peut commencer, enfin peut partir, enfin bon, toutes ces choses-là. Et ils doivent parler. Donc si vous vous approchez, en fait, si vous allez dans le train, c'est marrant d'aller au devant du train, parce que vous pouvez voir le chauffeur, et vous allez l'entendre, parce que bon, c'est pas des trucs sans... On entend malgré tout, et vous allez l'entendre parler et dire ça c'est bon, etc. Donc vous entendrez en japonais yosh, ce qui veut dire ok, et c'est yosh, 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 et puis ensuite le train part. C'est assez incroyable. Et puis, je sais pas, ouais. Au niveau des règles, etc., bah, quand vous allez au Japon, vous devez le savoir, mais on rentre pas dans le train comme un sauvage. Chacun s'aligne. Et puis les bus, c'est pareil. Aux arrêts de bus, on fait la queue et ensuite on rentre dans le train. Enfin, dans le bus. Le train, c'est pareil. Enfin, toutes ces choses-là. Et on marche dans la gare parce que, par exemple, Shinjuku, qui est la plus grande gare du monde, enfin la plus
où il y a le plus de monde, la plus grande, je pense. Je crois qu'ils ont les 3 plus grandes gares, c'est à Tokyo, je crois. Et là, en fait, il faut bien marcher d'un côté et de l'autre, il y a un sens, etc. Enfin bon, on marche pas n'importe où. Et ça, les Japonais respectent à la règle. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui fait que tout marche extrêmement bien au Japon, en fait, même s'ils sont énormément. Voilà, éviter les sacs à dos aussi quand on rentre, parce qu'on risque de bousculer des personnes, ne pas faire de bruit dans le train pour respecter les personnes qui finissent leur nuit, etc. etc. Après les Nomiga. Voilà, donc au niveau sécurité, moi je voulais vous parler d'une petite anecdote. Après avoir fini de visiter Hokkaido, je me suis rendu à Osaka en une seule journée, donc toute la journée dans le train. J'arrive à Osaka, je suis dans le métro, donc j'avais un gros sac à dos, une grosse valise, plus ma sacoche pour la caméra. Souvent dans les métros, vous asseyez, en dessous il y a une grille sur laquelle vous pouvez poser vos affaires pour justement gêner personne. Je mets mon sac à dos dessus, j'arrive à mon arrêt pour aller à l'hôtel, je sors du train, je vais à l'hôtel, et là je me dis bon allez je vais faire un peu de montage vidéo, je vais sortir mon ordinateur. Je m'arrête 10 secondes et je me dis mais où est mon ordinateur? Il était dans mon sac à dos qui était resté sur la grille dans le métro. Donc là, on est une demi-heure après que je sois sorti du métro, donc je retourne dans le métro. Il y avait une sorte de petit bureau où je me rends et je dis bah voilà, j'ai oublié mon sac à dos. Il y avait voilà, un ordinateur dedans, il y avait mon chargeur de caméra, donc si je le retrouvais pas, voilà, il n'y avait plus de film, il n'y avait plus d'ordi, il n'y avait plus rien. Il passe 2-3 coups de fil, il fait bah rendez-vous à la station d'après, on a retrouvé un sac, on ne sait pas si c'est le vôtre. Je me rends dans la station d'après, et là, miracle, sur le bureau, je retrouve mon sac à dos avec tous mes précieux à l'intérieur. Donc voilà, pour dire que je ne veux pas dire que c'est 100% sécurité le Japon. J'ai beaucoup d'amis japonais qui me disent il y a de plus en plus de vols, fais attention à tes affaires. Donc voilà, c'est important, ne laissez pas volontairement votre sac à dos dans le métro pour voir si vous le retrouvez. Mais si vous l'avez perdu, ne perdez pas espoir de pouvoir le retrouver également. Quand j'étais au Combini, des fois je travaillais au Combini, donc avec toutes mes affaires, mon sac avec mon portefeuille dedans, et les toilettes étaient à l'opposé du Combini, mais je laissais tout en plan. C'est pas prudent, hein, ne faites pas ça, mais je laissais en plan pour aller aux toilettes, et en revenant, tout était toujours là. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Donc oui, le Japon est un pays quand même avec un certain niveau de sécurité, mais faites quand même attention. Je voudrais quand même souligner aussi, quand j'étais à Nikko, on voyait partout à Nikko l'affiche de recherche d'une Française qui est disparue à Nikko et dont on n'a encore aucune nouvelle. Donc le zéro risque n'existe pas, même au Japon. Restez quand même prudent. Petite annonce, Oui. est-ce que c'est possible de mettre vos téléphones en mode avion, hein? Apparemment, ça fait des interférences sur le Mince. Si possible, excusez-nous. Hein. En mode avion, ce serait le mieux. Hein. C'est bon. Si vous attendez des appels d'urgence, mettez-les au Non, ça va, nos excuses. Merci, pardon. C'est bon. Donc voilà, la sécurité est là, mais faites quand même attention. Ça reste un voyage dans un pays étranger, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On va passer un peu sur d'autres aspects pratiques. Donc là, j'ai listé 3 essentiels de survie. Il y en a évidemment d'autres, mais là, c'était pour faire le point. Donc la connexion pour utiliser Internet. 2 solutions principales, la carte SIM, moi je ne suis pas passé par là donc je pourrais pas trop en parler, et le Pocket Wi-Fi. Donc le Pocket Wi-Fi, on a aussi un peu parlé ce matin. Donc c'est un petit boîtier qui prend pas de place, qui nous permet d'avoir la connexion Wi-Fi avec une couverture ma foi plutôt très très bonne, puisque les 2 seules fois où mon Wi-Fi ne captait pas, c'était au milieu de la forêt de Yakushima, donc au sud du Japon, celle qui a inspiré Princesse Mononoke. C'est vraiment une île forêt, et donc là je captais pas. Et la deuxième fois c'était au sommet du mont Fuji, donc voilà, je pense que on peut se passer de connexion dans ce genre de situation. Tout le reste, j'ai été desservi sans aucun problème. Et donc on arrive à l'aéroport, c'est un abonnement mensuel, on récupère notre pocket Wi-Fi à l'aéroport et on le redépose à l'aéroport quand on repart.
Niveau argent, donc moi j'ai pas ouvert de compte pendant l'année, donc renseignez-vous là plus avec vos banques, il y a pas mal d'avantages, c'est notamment pour les jeunes. Moi pour ma part j'avais, en payant 2 euros par mois, j'avais 3 retraits et 10 paiements sans frais. Donc voilà, c'est largement suffisant, c'est-à-dire qu'à chaque fois on fait des gros retraits au Japon, encore une fois c'est assez sûr, donc faites quand même attention à votre argent, mais voilà, vous pouvez quand même vous déplacer avec une assez forte somme d'argent sur vous si vous faites un minimum attention, ça se passera bien. Donc voilà, donc ce genre d'avantage, renseignez-vous parce que c'est vraiment très pratique. On peut retirer de l'argent dans les combini, donc il y a des petites, il y a des machines, des distributeurs dans donc un peu à tous les coins de rue puisque des combini, il y en a partout. Puis il vaut mieux avoir de l'argent liquide Oui. aussi, parce qu'au Japon, c'est pas encore beaucoup. Nous, on paye tout sans contact, la carte, etc. Moi, quand j'y étais, bon, ça fait déjà plus de 4 ans, la carte, ils l'utilisent pas si spontanément que ça. Donc, pensez bien à avoir de l'argent liquide sur soi. En général, pour les hôtels, ça ira d'utiliser la carte. Après, c'est plus voilà, les Oui, oui. restaurants, on ne sait pas trop s'ils prennent ou pas. Donc, effectivement. Puis enfin, l'énergie. Donc là, c'est très très simple. Voilà, c'est un bout de plastique avec, avec deux tuyaux. Le Japon, c'est du 110 volts, donc pas besoin d'avoir un gros convertisseur. L'inverse, c'est pas vrai. Faites attention si vous ramenez des objets électroniques du Japon et que vous les branchez sur votre prise française. Moi, j'ai cramé un truc comme ça. Ou ça marche pas. Donc voilà, il va falloir peut-être convertir du 220 en 110, mais le Japon, vu que le voltage est moins élevé, juste ces petites choses qu'on trouve partout vont suffire pour vous adapter aux prises japonaises. Donc ensuite, c'est ça, vous allez vivre au Japon pendant un petit moment, il va bien falloir, surtout si vous travaillez, si vous voulez avoir un portable, plein de choses, il va falloir le compte en banque. Donc j'ai trouvé ces 1, 2, 3, 4, 5 banques qui apparemment acceptent, alors j'exagère, hein, acceptent les étrangers. C'est parce qu'il y a différentes conditions. Généralement, moi quand j'y étais allé la toute première fois, donc en 2011, il me disait bah non, il faut au moins 6 mois de résidence. Je fais bah oui, mais je viens d'arriver, comment je peux faire il me faut un compte en banque dans tous les cas. Ça marche pas, etc. Donc j'ai laissé tomber. Moi j'étais c'est la Shinsei Bank, ça s'est très bien passé, aucun souci. La première que vous voyez, je suis désolé, j'ai pas mis la prononciation, c'est la Yucho Ginko, ce qui est l'équivalent de la banque postale en France. Là aussi, il n'y a aucun souci, vous pouvez ouvrir un compte, ils ne vont pas vous demander grand chose. Et après, il y a Sony Bank, il y a la Mitsubishi aussi qui fait ça. Et apparemment, maintenant, ça a l'air d'aller. Vérifiez quand même, parce que je n'ai pas encore été vérifié. Mais bon, je peux vous dire qu'en tout cas, la Shinsei Bank ne m'ont rien demandé de particulier. Évidemment, pour ouvrir un compte en banque, il faut une adresse, il faut la carte de résident, enfin visa, etc. Il vous faut souvent un hanko. Donc le hanko, qu'est-ce que c'est? C'est votre tampon japonais. Alors, moi j'ai trouvé ça super cool d'avoir ça. Et donc c'est un petit... Alors c'est pas un gros truc comme vous voyez dans les mangas ou j'en sais rien, où c'est un truc carré, etc. Vous pouvez en avoir un qui coûte beaucoup plus cher et le customiser à votre nom et tout. Enfin bon. Sinon, moi j'avais juste marqué, donc je m'appelle Florian Lecause. C'est marqué Lecause sur le truc en katakana. Et sur un petit hanko, tout petit, jaune. Et puis vous mettez ça et ça sert de signature. Parfois la signature peut suffire, mais généralement à la banque ils vont vous demander le hanko, donc il faut en avoir un. Bon, moi l'entreprise m'en avait fourni un parce qu'ils savaient très bien qu'il allait en falloir un. Mais voilà, mais généralement il le faut. Et puis le téléphone. Alors ça, le téléphone c'est ambigu parce que pour avoir un téléphone il faut un compte en banque et pour avoir un compte en banque il faut un téléphone. Donc essayez de vous débrouiller et puis négocier parce que je sais pas. Voilà. Moi je m'en suis sorti parce que l'entreprise m'avait ouvert un compte en banque, donc j'ai pu. Aussi, je sais pas si j'en parle après, je me rappelle plus, mais les cartes bancaires. Alors ça aussi c'est drôle. Vous avez 2 cartes, enfin, et peut-être que maintenant ils font les deux, je sais pas. Il y avait une carte de débit et une carte de crédit. Donc avec la carte de crédit, vous ne pouvez pas retirer d'argent. C'est pas comme en France, avec votre carte, vous pouvez tout faire. Et ben moi, je me suis pointé avec ma carte de débit au supermarché, et puis elle me fait mais ça marche pas. Et puis elle m'a pris un peu pour un débile. Et en fait, oui, il fallait la carte de crédit pour pouvoir acheter quelque chose. Parce qu'une carte de débit, comme son nom l'indique, c'est uniquement pour retirer de l'argent.
Malgré que je sois chez Sumitomo Chemical, qui est la deuxième plus grande entreprise, c'est pas pour me la péter, mais c'est pour remettre dans le contexte, entreprise de chimie du Japon, ils voulaient pas me donner de carte de crédit. Je lui fais, mais vous avez vu mon salaire, vous avez vu ça, vous voulez pas. J'étais obligé d'aller aux ressources humaines pour qu'ils m'aident à ouvrir le compte, enfin à avoir la carte de crédit. Enfin bon, c'était un peu fou. Maintenant, il y a des choses beaucoup plus simples. Vous pouvez avoir des cartes de crédit presque comme ça. C'est-à-dire que vous allez dans les grands les grands départs, enfin, dans l'équivalent des galeries Lafayette, etc. Et ils vont vous proposer en fait des cartes de crédit. Et ce qui est bien sur ces cartes de crédit, c'est que vous avez des points. C'est-à-dire que plus vous achetez, plus il y a des points qui s'accumulent, mais parfois c'est très intéressant, faut pas croire. Et vous pouvez avoir de très bonnes réductions dans certains magasins, etc. Mais regardez bien quel magasin correspond à quelle carte, parce qu'évidemment ils ont des accords entre eux, et voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, généralement vous avez Rakuten aussi, qui propose des cartes ou des choses dans le genre. Donc ça c'est très pratique, et puis c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et enfin le téléphone. Donc comment ça marche le téléphone au Japon? Alors vous avez donc ces grandes entreprises. Les trois plus grandes sont Docomo, EU et SoftBank. Ok. Pareil, il faut la carte de résident, l'adresse, téléphone. Je crois pas qu'ils vous demandent le Hanko, donc ça va. Et après vous avez les mobiles, etc. Parce que vous pouvez acheter évidemment les cartes, et ceux qui vont juste en voyage aussi. Vous pouvez avoir des cartes SIM et puis vous mettez dans le portable. Les abonnements au Japon sont très chers. C'est pas du chez Free, etc. Là, vous allez payer, moi en moyenne, je payais 70 € par mois, juste pour avoir un internet limité. Donc, je sais plus combien de gigas, je sais plus lequel j'avais le droit, mais bon, on regarde 3 vidéos, et puis, etc. Puis pouf, ça y est, c'était mort. Et c'est très cher. Et oui. Dans la liste des requis, il y a écrit téléphone. Le téléphone physique ou la puce? Ou téléphone. Parce que c'est un peu dur d'avoir un téléphone. Non, je crois que c'est une erreur de ma part, pardon. Mais on peut. Non, on ne s'est pas obligé évidemment. J'ai bugué. J'ai dû faire un copy-paste de l'autre. Pratique. Mais oui, mais en effet. Non, ils vont vous fournir le téléphone. Ça peut servir d'avoir un téléphone quand tu veux un abonnement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après l'internet à la maison, c'est encore autre chose. Donc, et puis faites attention parce que selon l'immeuble, etc., il va falloir vous inscrire dans un truc particulier. Enfin bon. Et ça coûte encore de l'argent. Donc la facture téléphone internet, je vous dis, c'est pas donné. C'est très cher par rapport en France. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le téléphone, justement. Le téléphone, donc ils vont vous proposer le téléphone, soi-disant moins cher, mais en fin de compte, ça revient au même, avec l'abonnement. Et vous allez l'avoir, enfin, vous pouvez le garder 2 ans. Enfin, le contrat, c'est 2 ans. Donc, vous allez, pour le renouveler, en fait, en gros, ils vont vous forcer, plus ou moins, je me rappelle plus exactement par quel moyen, à acheter un nouveau téléphone à chaque fois tous les 2 ans. Et ça revient quand même relativement cher. Et le problème, c'est que en fait, quand on change, ils vous disent il y a une super réduction, donc pendant 2 ans, on ne paye pas cher. Et pour vous forcer à acheter, c'est ça, le téléphone, ils vont vous faire augmenter le prix de l'abonnement internet. Donc ils vont vous forcer en fait à prendre un nouveau téléphone. Donc faites bien attention aux différentes conditions du contrat. C'est bon. C'est bon? Et ensuite, j'enchaîne encore, désolé. Non, t'inquiète, c'est intéressant. Les aspects administratifs au Japon. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de monde en fin de compte qui veut vivre au Japon ici, mais donc vous avez l'assurance maladie, les impôts, la retraite et le chômage. Donc ça, c'est à peu près comme en France. L'assurance maladie, bon, alors il y a sécurité sociale et puis des équivalents de mutuelles, mais c'est pas aussi bien qu'en France. Hein. Par exemple, les lunettes sont pas prises en charge, enfin des trucs dans le genre, il y a peu de choses. L'assurance, en fait, la sécurité sociale prend 30% ou 70%, je sais plus, du coût total, en fait. Ok, donc ça, si vous travaillez dans une entreprise, c'est par défaut, vous allez l'avoir. Et puis, vous allez payer, évidemment, tous les mois, cotiser, etc. Si jamais vous perdez votre travail, vous vous retrouvez au chômage. Vous devez continuer à payer la sécurité sociale par vos frais. Donc, c'est en moyenne... je sais plus, 30 € par mois ou quelque chose comme ça. Mais après, tout dépend des préfectures, etc. Donc, je mettais assurance maladie, c'est l'équivalent de mutuelle. Donc, ça, c'est vous qui choisissez. C'est des assurances. Hein, donc, voilà. Et puis, donc, c'est personnel. Voilà. Ensuite, les impôts, c'est prélèvement à la source.
Après, il y a des réajustements qui se font, etc., selon votre patrimoine, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est pareil. Et puis après, vous tombez au chômage et tout, vous allez aussi, pareil, devoir payer les impôts qui sont dus. La retraite, vous cotisez aussi pour la retraite au Japon. Mais moi, comme ça m'est arrivé, malheureusement, j'ai perdu 30% de la totalité parce que j'ai pas travaillé 10 ans au Japon. Il faut absolument travailler 10 ans pour recevoir ensuite la retraite complète. Quand vous rentrez en France, ils vous enlèvent les impôts enfin, vous payez d'abord les impôts et ensuite ils vous remboursent. Mais il faut prouver que vous êtes bien rentré et que vous n'avez pas l'intention de revenir au Japon. Voilà. Et le chômage, donc une fois que vous êtes au chômage, vous pouvez avoir le chômage. Par contre, il faut vous inscrire à Hello Work, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et la condition, c'est de chercher du travail. Donc, c'est-à-dire que vous allez à Hello Work régulièrement, vous signez, ils disent OK, il peut avoir le chômage. Par contre, c'est pas aussi bien qu'en France, le chômage au Japon est uniquement de 3 mois. Après 3 mois, vous vous débrouillez. Donc, il faut chercher des boulots et tout. Donc c'est un peu le système qui fait que je pense le Japon en fait a un taux de chômage très faible parce que il n'y a pas le choix, il faut ensuite trouver du travail et se faire de l'argent. On est bon? Oui. Dernier thème, la langue japonaise. Alors, on va faire un peu rapidement, mais Faire rapidement, donc moi je vais repartir de ma carte, puisque au même titre que la nourriture japonaise, voilà, au Japon, il y a des dialectes. En fonction d'où vous allez, les dialectes seront plus ou moins prononcés. Donc voilà, je vais prendre, là j'ai pris quelques exemples. Donc par exemple à Akita, donc c'est au nord du Japon, en hiver il fait froid, on essaye d'ouvrir la bouche le moins possible, donc on raccourcit les mots. Donc par exemple on a le mot ke en Akita-ben, donc le dialecte d'Akita, qui peut vouloir dire taberu, donc manger, parce que kue, on peut dire aussi kue en japonais, donc taberu, ça peut vouloir dire koi, kochinikoi, donc viens ici, donc ke, kochinike. Et kayui, ça démange, ça gratte, donc c'est ke. Voilà, donc vraiment c'est on fait très très court pour pas attraper froid. J'ai pris là pour deux préfectures, on va avoir le mot totemo qui veut dire beaucoup, très beaucoup. Par exemple, c'est très bon, totemo ishi. Quand on sera au Hokkaido, le totemo va se transformer en nanmara ou namara. Donc namara oishi, c'est très bon. Et si on va à Okayama, on va dire bokke, bokke oishi. Donc voilà, donc c'est complètement différent. Dans le Kansai, donc le Kansai Ben très connu. Donc là, voilà une des expressions, là, tu connais mieux que moi, hein, des plus connues. Mettre yanen à la fin des phrases. Voilà, le yanen qu'on rajoute, donc le nande qui va devenir nande yanen. Pourquoi? Qu'est-ce que voilà, hakata, le nani shiteru no, qu'est-ce que tu fais? Ça va devenir nan shioto. Nigata, donc petite anecdote que je tiens de Chieko qui est d'ici d'Espace au Japon, à Niigata pour parler des coupes de cheveux. Et notamment des queues de cheval. Donc une fille qui a une queue de cheval, on va dire hitotsumage. Le hitotsu c'est le compteur pour dire 1. Et les deux queues de cheval, ce sera futatsumage. Et ce qui est marrant, c'est que les gens de Niigata sont persuadés que tout le monde dit comme ça. Alors qu'en fait, il n'y a que. Et donc, il y a des gens qui, à 22 ans, 23 ans, vont parler avec des Japonais d'autres régions et dire Hitotsumage, Futatsumage. Et la personne en face va la regarder et dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah, mais c'est pas comme ça que vous dites une queue de cheval, deux queues de cheval. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment du dialecte. Et quand on sort pas de sa préfecture, on peut pas savoir que les autres disent autrement. Et en Moli, alors les points d'interrogation, c'est pas une erreur de frappe, hein, c'est par rapport à une petite anecdote. À Aomori, j'étais avec des amis qui y habitaient, mais qui étaient originaires d'Osaka. À un moment, des amis japonais, et on va dans un restaurant le midi, très sympa, très bonne nourriture, et le gérant du restaurant, ultra gentil, il n'arrêtait pas de discuter avec nous. Je sors du restaurant, je me retourne vers mes amis, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Il me regarde, il faut bah nous non plus.
C'est pour vous dire à quel point, pareil, on a essayé de m'expliquer un peu le Kagoshima, donc au sud du Japon, le Kagoshima-ben, j'ai tout oublié. C'est vraiment des langues à part. On a l'impression que c'est plus du japonais, quoi, tellement c'est différent. Et voilà, donc c'est assez amusant de remarquer ces différences au cours du voyage. Tu peux peut-être parler de ton expérience de la langue japonaise Non, dans moi, comme l'entreprise. j'étais à Osaka, je prenais l'accent d'Osaka, enfin les expressions d'Osaka. Donc je dis plus Hontoni, je dis Honmani. Et puis, enfin, bon, des choses comme ça, mais bon, je l'ai pas non plus extraordinaire, mais voilà. Mais c'est vrai que pour parler plus généralement, le japonais, quand même, enfin, pour vous rassurer, c'est quand même très accessible, enfin, je pense. Pour nous, les Français, enfin, bon, je pense que la plupart d'entre vous apprennent le japonais, mais bon, c'est pas compliqué de prononcer, parce qu'on a tous les mots, etc. Par contre, pour les Japonais, de prononcer le français, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà. Après, bon, évidemment, la lecture, l'écriture, les kanji, et puis etc. Bon, ben, il faut étudier, et puis c'est comme ça. Mais c'est accessible, on peut dire quelques trucs en japonais, et on arrivera à reproduire le son, la prononciation presque parfaitement. Donc, je veux dire, il n'y a aucun souci, et puis il ne faut pas que ce soit un obstacle à un voyage au Japon, une expérience au Japon, parce que ça se fait quand même pas si mal que ça. Voilà, effectivement. Ne pas parler japonais, ça empêche absolument pas de voyager au Japon et même en dehors des sentiers battus. Par contre, c'est totalement vrai que parler japonais, ça ouvre énormément de portes. Des rencontres qu'on n'aurait pas fait, rien qu'au restaurant, on mange, on passe la commande en japonais, le client d'à côté voit qu'on parle japonais, il va vouloir parler avec nous et voilà, et on passe une super soirée. Donc oui, c'est quand même un déclencheur d'opportunités de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément si on ne parle pas le japonais. Et voilà, et on a fait le tour de nos différents points. Donc merci beaucoup. Et donc voilà pour les questions. On dit que les Japonais, comme les Chinois, ne disent jamais non. Est-ce que vous avez eu des déconvenues quand vous... Oui, oui, effectivement. Alors moi, j'ai un exemple en tête. J'étais dans un hôtel où j'avais passé la nuit, qui est un hôtel qui était près de la gare, et la nuit suivante, il n'y avait plus de place dans cet hôtel, donc je devais aller dans un hôtel plus loin, mais je voulais pas me transporter toutes mes affaires. Et souvent, au Japon, quand on va à un hôtel, on peut laisser nos affaires un jour avant, 2 jours avant, ça pose pas de problème. Et donc là, je vais à l'accueil de l'hôtel et je dis, voilà, en fait, je vais aller dans un autre hôtel la nuit suivante, mais est-ce que je peux laisser mes affaires ici jusqu'à demain et puis je les récupérerai en venant. Et là, donc j'ai tout ça en japonais, et donc là, j'ai la personne en face, le japonais, qui reformule un peu ce que je dis, mais différemment. Il fait, donc vous voulez laisser jusqu'à ce soir vos affaires et revenir. Non, pas jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, je lui réexplique. Il reformule encore différemment. Et au bout d'un moment, c'est moi qui ai dit, en fait, c'est pas possible. Mais il voulait pas me dire que je pouvais pas laisser mes affaires. Et voilà, ça a dû venir de moi, de comprendre par moi-même que c'était pas possible et que je devais me débrouiller autrement. Donc c'est vrai que de ce côté-là, voilà, il y a le sens du service qui prime. Mais voilà, au bout d'un moment, quand quelque chose n'est pas possible, il y a bien un moment où il faut le dire. Et donc des fois, voilà, on peut perdre un peu de temps comme ça dans des discussions, alors qu'un non, j'aurais compris, et j'aurais fait autrement directement. C'est vrai, il y a toute une culture là derrière, et les Japonais en fait ils vont pas dire les choses complètement directement souvent. Et bon, moi par rapport au business, etc., et puis les relations avec les Japonais, c'est vrai que souvent ils vont pas dire non, ils vont dire c'est difficile, vous comprenez, etc. Enfin bon, et puis ils vont retourner, et parfois en effet ils vont essayer de vous retourner le cerveau pour dire mais c'est bien ça que vous avez dit. Non, c'est pas ça, c'est ça, etc. Et puis et voilà. Et souvent, donc côté business, ça peut poser problème parce qu'on pense qu'ils ont dit oui, enfin qu'ils sont ok, puisqu'ils n'ont pas dit non. Donc on a dit bon ça va. Et en fait, on se retrouve 3 mois après, mais non, on n'a pas dit oui. Ok. Donc on reprend, et donc on perd énormément de temps, etc. Et puis ça peut poser en effet pas mal de soucis, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cours de culture japonaise et puis de culture étrangère qui se font dans les entreprises pour faire en sorte qu'on s'entende à peu près et qu'on comprenne l'un et l'autre.
Bon, là, aujourd'hui, on parle du Japon, mais évidemment, ça s'applique pour n'importe quelle culture dans le monde, hein. Mais voilà, moi, par exemple, qui travaille maintenant dans une entreprise allemande, mes collègues ont eu des choses avec les Allemands, qui apparemment sont très très proches des Japonais, d'après ce que j'ai compris, et ils ont beaucoup de difficultés par rapport à ça. Mais bon, il faut s'adapter, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut bien vérifier l'information à chaque fois et dire, est-ce que c'est bien ça? Et voilà, au japonais, on a l'expression qui s'appelle Kuki Oyomu, donc c'est lire l'atmosphère. Donc il y a beaucoup de choses qui passent aussi par le non-verbal, et où il faut vraiment bien voir l'interlocuteur et comprendre bah, voilà, par ses expressions ou par sa façon d'être que bah, ça va pas être possible, ou que là on lui demande quelque chose qui le dérange. Voilà, il y a tout un art derrière. Mais même parfois, les Japonais peuvent ne pas complètement se comprendre. Oui, voilà, Parfois, il y a des- déjà. Donc, Et voilà. Ça Alors, peut être généralement, ça compliqué. se passe très bien, mais il peut y avoir des malentendus. D'autres questions? d'autres questions ou sur Twitch s'il y a des gens sur le chat. Est-ce que des gens ont prévu d'aller au Japon? Enfin, je sais que là, en ce moment, c'est difficile, mais quand, on n'en sait rien. Donc, ça sera en voyage ou bien plus Ça sera en voyage, mais ça fait déjà 6 mois qu'on attend de savoir quand est-ce qu'on pourrait y aller. Et puis reporter peut-être On reporte de 6 mois. Voilà. C'est de... Oui, Du coup, Kevin, tu as utilisé la plateforme Woof Japan oui, c'est ça, oui, oui. et tu n'as pas eu trop de mal à choisir. Enfin, parce qu'il y a énormément de. Est-ce que tu t'es dit, je vais aller plutôt dans telle région Bah, en fait, j'avais déjà un peu mon plan de route au début de mon voyage. Je voyais à peu près dans quelle région je voulais être, à quel moment. Donc là, ça a plus été de choisir des personnes en fonction de la période, là où je pensais être. Je pense que j'ai dû contacter trois personnes avant de trouver voilà, la famille de monsieur Kishi. Il y en a un autre qui m'avait donné une réponse positive, et après, quand je l'ai répondu, j'ai plus de réponse. Donc voilà, bon, il faut essayer, il faut s'y prendre un peu en avance, mais ça se fait bien. Et puis voilà, ils ont besoin d'aide dans leur quotidien. Donc, pas de souci. Est-ce qu'il y a un de tes trains qui est est-ce qu'il y a un de vos trains qui est arrivé en retard? À Hokkaido en Voilà, hiver, voilà. Hokkaido en hiver, Si, oui, un changement de train hein, même. J'étais dans un train, puis je vois que j'avais pas entendu l'annonce, enfin je l'avais pas comprise en fait tout simplement, et je vois plein de gens qui sortent, et je pense au dernier couple qui dit Monsieur, il faut sortir, on va changer de train, on va prendre une ligne locale à partir de maintenant. Normalement j'en avais plus que pour 1 heure de trajet, et il a été rallongé de 3 heures parce que je suis rentré dans cette petite ligne locale. Ça pour aller voir les grues japonaises en hiver. Voilà, mais c'est la seule fois où vraiment il y a eu un retard et une inconvenue dans les transports. Bah, le matin, ça peut arriver, enfin pendant le rush hour, là, tous les matins, bon, on va voir en fait, parce que bon, tout est, comme je disais, très bien indiqué, chaque nom de train, à quelle heure il arrive, et s'il y a du retard, et tout est indiqué, mais il y aura toujours un message qui va défiler, et comme vous devez vous en douter, bah, il s'excuse que du retard, etc. Enfin, bon, des choses dans le genre. Vous, personnellement, quand vous avez pris l'avion, vous avez pris quelle compagnie? Moi j'ai pris Emirates. Je sais plus ce que j'ai pris. Bonne question. Je crois que c'était la Lufthansa. Quelque chose comme ça. Parce que c'est un peu moins cher que certaines. Et les deux grandes compagnies, c'est ANA et puis Japan Airlines, donc déjà au Japon. Pour le Japon. Mais qui sont parfois peut-être un peu chers, donc tout dépend. Voilà. Mais le service est extraordinaire. Et aussi attention, donc moi j'avais pris que mon billet d'aller, et quand j'ai pris mon billet de retour, j'ai eu la surprise de voir que le prix était beaucoup plus cher depuis le Japon que le prix si je prenais aller-retour depuis la France. Donc ouais, si vous prenez l'avion depuis le Japon et que vous achetez votre billet depuis le Japon et les plateformes japonaises, c'est possible que ce soit bien plus cher. Bah oui. Et donc, du coup, si on prévoit de se déplacer dans le Japon en avion, vaut mieux prévoir ses achats en partant ou ça change rien en termes de tarifs du Japon au Japon? Je pense que ça change rien à l'intérieur du Japon, Ouais. ça sera du service Vraiment pour Japon. l'étranger. Je En tout cas, pense, pour oui. Ouais. Puis il y a des compagnies low cost aussi hein, au Japon. Ça peut être vraiment pas cher en
en interne. Hmm. Ouais, après, tout dépend évidemment de la période. etc. Ouais, c'est vrai. J'avais fait Tokyo, Okinawa en avion et c'était vraiment. J'ai plus le prix, hein, c'était en 2014, mais c'était vraiment pas si cher que ça. Je reviens, je complète un peu la réponse pour la compagnie aérienne. Emirates, c'est une très bonne compagnie, Mm. le service est déjà très beau, le repas aussi. Les stewards sont très beaux. Pour Twitch, on vient de dire que les stewards de Emirates étaient très beaux. C'est vrai. Et le prix aussi est intéressant. Oui. La liaison à Dubaï peut être un petit peu longue, ça peut être 6 heures, 10 heures, mais l'aéroport, c'est vrai qu'il est ouvert 24 heures sur 24, je sais pas, les circuits à 3 heures du matin, sur les zones. Voilà, effectivement. Bah, surtout qu'avec. Donc à déconseiller China Airlines. China Airlines, non. Ça dépend, je veux pas. Ils ont l'habitude d'arriver avec tout leur matériel. Donc si vous arrivez à la fin, même votre bagage à main, il va passer en soute. Parce qu'il n'y a plus de place. Il faut voir, ils arrivent avec des chariots, les Chinois. Donc ça, il faut bien y anticiper. Même à l'aéroport, quand vous repartez là-bas, c'est le même truc. Vous aurez, pour les escales, entre autres, vous allez passer en Chine, et là vous verrez, on en parlait tout à l'heure, la différence entre le bruit qui ressemble à une vente à la criée quand vous arrivez en Chine, et quand vous arrivez au Japon, et là il y a un calme qui revient. C'est vraiment quelque chose qui... C'est bon, je suis arrivé. Ouais, les cultures sont différentes. Entre les deux pays. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai. Ouais, voilà, Il y effectivement. avait une autre question. Ouais, pour savoir combien vous avez payé le billet d'avion chacun. Alors moi l'aller, je crois que mon aller c'était 700-800 euros et le retour 1500. Ouais, il faut prendre aller-retour, si possible, prendre un aller-retour avec un retour modifiable ou j'en sais rien, il y a peut-être un moyen avec les agences, je sais pas comment ça se passe. Moi c'était environ 1000-1200 euros aller-retour. On a une amie qui l'appelle il y a quelques semaines, elle a payé des nuits sans Enfin avec le contexte actuel fait que... Elle a pu Ouais. Il y avait une question. En tant que touriste, on peut rester 2 mois par exemple ou il faut... Voilà, alors en tant que touriste, on peut rester jusqu'à 3 mois. C'est 3 mois sans visa. Et au-delà, eh ben, il faudra un visa. Et là, c'est plus compliqué. Mais effectivement, jusqu'à 3 mois, pas besoin de visa. Et le Japan Rail Pass, il est valable que pour les touristes de moins de 3 mois. J'y ai pas eu le droit pendant mon PVT. Si je peux compléter ce que tu dis, Oui. et vous me corrigez si je me trompe, par contre, si vous repartez 3 mois sans visa, il faut que vous ayez une preuve de retour dans les 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le billet de retour qui soit dans le timing pour que vous soyez sûr que vous n'ayez pas pour 3 mois si jamais vous êtes contrôlé sur place. C'est juste bon à savoir du coup que vous ne prenez pas l'aller en disant bon tant pis je prendrai le retour plus tard, je reste plus longtemps si besoin alors que du coup ça marche pas forcément. Ouais. C'est simplement ça. Et te concernant, Florian, quand tu arrives au Japon, tu avais déjà ton travail ou tu as cherché ton travail une fois arrivé sur place? Alors j'avais déjà mon travail parce que j'ai travaillé chez Sumitomo Chemical Agro Europe qui se situe à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Et en fait j'étais intérimaire là-bas et puis bon je faisais des affaires réglementaires et des choses dans le genre. Puis je leur ai dit bon écoutez j'ai travaillé dans la recherche etc. Enfin étudié pardon dans la recherche donc j'aimerais bien faire de la recherche. Et puis ils m'ont proposé donc le travail au Japon. Par contre, donc, étant donné que j'étais intérimaire, je suis pas parti en expat, rien du tout. J'étais vraiment embauché comme un japonais. Donc la seule chose qui me restait en France, c'était mon compte en banque et le passeport. Et tout le reste était japonais en fait. Et donc c'est vrai que ça m'a facilité la tâche. Et comme j'ai dit, j'ai pas eu besoin de passer par toutes les étapes que j'ai racontées tout à l'heure. Et c'était beaucoup plus simple. Malgré tout, que c'était très difficile au début parce que les 2 semaines de stage en japonais, ils me considéraient comme un japonais, donc c'est-à-dire que j'avais aucun problème en japonais, ce qui n'était pas le cas. Et le matin, en fait, on avait des présentations sur l'entreprise et l'après-midi des workshops, enfin puis des groupes, des travails en groupe, etc. Avec des mises en situation. Mais si on comprend pas la mise en situation, c'est compliqué. Donc je ralentissais mes collègues japonais, je vais écouter là, je suis désolé, là c'est trop pour moi. Donc j'étais voir la RH et puis je leur ai dit, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose, j'en sais rien. Et puis ils m'ont dit bah ok, tu regardes juste les présentations de matin et puis tu viens avec nous l'après-midi au département RH et puis tu fais ce que tu as à faire. Donc moi je révisais tous les kanji des présentations de matin. Puis comme j'ai fait rire Jessica la dernière fois, en fait
ils font des présentations en japonais. Donc le PowerPoint, le premier slide qui arrive, je me suis fait littéralement attaquer par 50 000 kanji. Et c'était très compliqué parce que c'est des kanji qu'on voit tous les jours. Parce que c'est sur l'entreprise, sur le traitement des eaux, sur je sais pas quoi. Là, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était vraiment compliqué. Et il me croyait pas. Il me dit, mais Florian, tu comprends? Je dis, non, je ne comprends pas. Parce que je suis très à l'aise à l'oral, mais j'ai un problème au niveau des kanji, etc. Et voilà. C'était c'est une expérience intéressante. C'est vraiment japonais. Là, j'étais vraiment content d'avoir fait ça parce que c'était vraiment comme un japonais. J'ai fait le truc, passer par toutes les étapes. C'est bien qu'ils te considéraient comme ça, en fait, parce qu'ils te considéraient vraiment comme un membre de leur famille, de leur groupe. Ah oui, c'est vrai que j'étais très intégré. Tout le monde était super cool avec moi. Ils étaient adorables. D'autres questions? Est-ce que vous avez des applications sur les téléphones pour reconnaître les kanji, enfin pour traduire directement en photographiant les kanji? Alors, ça existe. Alors, je n'en utilise pas, mais oui, j'ai vu beaucoup de gens utiliser ça. Comme Ça que existe, Google le faisait, non, à un moment. Enfin, ça doit être approximatif pour certaines choses. Tu pouvais essayer de faire le kanji au doigt, comme c'est l'application qui avait utilisé le kanji avec le doigt. T'écrivais, ouais. Oui, les kanji au doigt, oui. Quand t'as appris japonais, ça va, et après, ils te reconnaissaient direct. Ils mettaient la signification, mais il faut le dessiner soi-même. Ouais. Il y avait quelques applis aussi qui tu filmais en direct, il essayait de superposer. Oui, parce que si c'est un slide avec, comme tu dis, 50 millions de kanji, tu vas pas t'amuser. À l'époque, j'avais pas il n'y avait pas encore l'appli, je pense, et puis c'était pas de la bonne traduction. Maintenant, ça a vachement progressé. Mais oui, et puis ça serait bien de l'utiliser pour, par exemple, je vais vous faire rire, mais faut utiliser les toilettes. Parce que si vous voulez pas vous faire arroser, etc., appuyer sur le bon bouton, ça peut être utile. Mais oui, mais pour les menus, pour en venir à du plus sérieux, les menus ou bien je sais pas, des guides ou je sais rien, oui, ça peut être utile. Mais ça existe, mais j'ai pas le nom de l'appli, je suis désolé, je sais pas. D'autres questions sur Twitch? Non, il y a... Dernière question, peut-être? Bah, il est 3h30, donc on est pile. Parfait. Voilà. À la japonaise, c'est ça. Merci beaucoup.